Donc, bienvenue. Donc, ça, c'est du coup, en fait, une conférence. On en fait pour rappel une fois par mois. Pourquoi on fait ces conférences? Parce qu'en fait, un de nos travaux d'Atacademy, c'est de faire le suivi de la recherche. C'est de regarder ce qui sort dans l'académie et de l'analyser. Pourquoi? Parce que l'IA, qui aujourd'hui est un domaine dont on parle beaucoup, peut-être même dont on parle trop, eh ben, c'est un domaine encore de recherche fondamentale. Donc aujourd'hui, la source de connaissances qu'on a pour travailler, il n'y a pas de surprise, c'est la recherche. Et cette recherche n'est pas simple à suivre. Beaucoup de travaux ne sont pas très pertinents, certains s'avancent beaucoup. Donc, et on est payé pour ça, pour pas mal de clients. Une de nos activités, c'est suivre cette recherche, repérer un peu les travaux qui sont pertinents. Bon, petit slide commercial, je m'en excuse, je vais très vite. Si jamais ça vous intéresse, Datacademy, donc entreprise de conseil, conception, mais aussi d'industrialisation. Aujourd'hui, on a deux grands axes de travail. Le suivi de la recherche, j'en parlais, et l'industrialisation du deep learning. Ça peut vous intéresser. Aujourd'hui, l'IA, c'est le royaume du POC. Il y a des POC partout, c'est insupportable. Le POC, c'est bien gentil pour agrémenter des slides PowerPoint, mais quand on veut un outil qui marche, on a besoin d'aller bien au-delà. Et on se spécialise là-dedans depuis 3 ans parce que c'est un vrai sujet fondamental. Et donc, si jamais ça vous intéresse, nous faisons donc ces conférences une fois par mois. Nous faisons aussi des articles de revue de la recherche. Et le dernier, dont je suis assez content. Alors, il aborde des sujets qui sont un peu dangereux, mais qui sont assez passionnants. Notamment, je vous invite à lire, mais vite fait, il y a une publique qu'on a détectée, alors que très ambitieuse, mais qui observe le fait qu'on peut entraîner des modèles très différents sur des modalités très différentes et les représentations internes du réseau de neurones, la manière dont le réseau de neurones, d'une manière interne, va représenter l'information, eh bien, on commence à avoir l'impression que ces représentations convergent ou tout du moins se rapprochent de représentations uniques. Ça, c'est vachement intéressant parce que aujourd'hui, on est très aveugle sur ce qui se passe quand on entraîne un réseau de neurones. Et cette piste, l'idée que quelque part, il y ait une forme d'équilibre géométrique dans l'optimisation d'un réseau de neurones, c'est un phénomène qui nous intéresse beaucoup. Il y a aussi un passage sur une publication qui, elle, est beaucoup plus pratique, mais sur un cas de figure, certains d'entre vous le connaissent peut-être, qui est de travailler sur des images à très haute résolution, des images 4K par exemple. Et le deep learning aujourd'hui est très mauvais pour cette résolution d'image. Donc là, on a un travail qui est intéressant, d'autant plus intéressant, qui réutilise le Mamba. Le Mamba, c'est une architecture qui est sortie il y a moins d'1 an, qu'on surveille avec beaucoup d'attention, parce que c'est une architecture qui commence à débloquer des vrais problèmes qu'on a dans les architectures, notamment de LLM. Et là, ils utilisent du Mamba pour ça, c'est assez intéressant. Alors, il y a aussi un point sur les world models, mais ça, je vais reparler de world models aujourd'hui pour parler des jeux vidéo. Mais un point notamment qui permet de reparler aussi de diffusion. Et un nouveau travail sur le Mamba qui note une limite du Mamba et du transformer. Ça aussi, on fera peut-être un moment un webinaire ou un article dédié à ça. On a un nouveau pan du deep learning qui permet maintenant d'affirmer d'une manière vraiment correcte la limite que peuvent avoir certaines architectures pour résoudre des problèmes. Aujourd'hui, on est capable de dire un transformer à 4 couches, ce problème, il ne pourra jamais le gérer absolument. Et mine de rien, on est tellement en déficit de compréhension intellectuelle dans ce domaine que ce genre de résultat, c'est intéressant. Là, c'est une application au Mamba et aussi au transformer, et c'est des travaux qui sont intéressants parce qu'ils nous permettent de mieux imaginer, de mieux prédire ce qui peut marcher et ce qui ne va pas marcher. Ceci dit, les 5 minutes réglementaires sont passées. Donc aujourd'hui, on est en juillet, donc on s'est dit qu'on allait prendre un sujet un peu plus léger. D'habitude, le sujet de conférence, c'est plus appliqué, les LLM, etc., lutter contre les hallucinations, un sujet très original. Aujourd'hui, on a envie de se faire un peu plaisir et de parler du jeu vidéo, industrie de masse s'il en est, à laquelle aujourd'hui une majorité de gens s'intéressent, et de poser la question, entre l'intelligence artificielle, le deep learning et le monde du jeu vidéo, qu'est-ce qu'on observe un peu comme rapprochement, qu'est-ce qu'on observe comme application? Sans surprise, il y en a une tonne. Et donc, cette conf aujourd'hui va être peut-être un peu frustrante, ça va être un peu une liste à l'après-vert, parce qu'on ne va pas s'enfoncer dans un sujet particulier. Notre but, c'est faire une revue un peu globale. Ceci dit, il y a un ou deux sujets sur lesquels on va insister, notamment cette notion de world model, parce que là, on a vraiment un fil rouge dans la recherche deep learning. Et il y a peut-être un sujet qu'on reprendra à l'automne prochain, notamment sur certains algorithmes capables de faire de la collaboration avec des humains, où là, on a quelque chose de très intéressant. Mais donc, je me permets de retomber sur mes slides. Oui, l'IA est très, très présente dans le jeu vidéo, même si là, le terme IA mérite d'être détaillé, parce que quand on parle d'IA dans le jeu vidéo, on imagine très vite l'algorithmique qui permet de gérer le comportement des NPC, non-character, donc tout ce qui est personnage non humain. Voilà, le comportement d'un ennemi, est-ce qu'il arrive à le trouver quand on est subtilement caché dans un fossé, spoiler non en général et Dieu merci, etc., etc.
Et l'IA du jeu vidéo, le comportement des agents, on va en parler un peu, mais c'est une petite partie du sujet. Là, notre but, c'est de regarder un peu comment le deep learning intervient en termes de domaine de recherche et domaine d'application technique dans le jeu vidéo. Et on a pas mal de choses, mais déjà, pourquoi ça s'applique facilement? Parce que beaucoup des freins, des murs qu'on rencontre dans l'industrie classique, là je vous parle de computer vision, de chaîne industrielle, de robotique, de traitement du langage, etc. Ici, ces problèmes disparaissent assez facilement. Déjà, on a des environnements complètement contrôlés. Je rappelle, je fais du deep learning, je fais de l'IA, je représente mon problème par de la donnée. Cette donnée est supposée jouer un rôle d'échantillonnage pour représenter un problème réel. Et parce que ce problème est réel, on a une tonne de variances potentiellement non présentes et de la sorte, une tonne de problèmes comme les biais, la question à quel point on présente le sujet, etc. Déjà, en jeu vidéo, je contrôle mon environnement étant un environnement logiciel du début à la fin. Donc déjà, j'ai une énorme simplicité par rapport à des approches de renforcement plus classiques, où en simulation, je fais ce que je veux. Par contre, dès que je l'applique à la réalité, j'ai des vrais problèmes. On a aussi une vraie complexité, une diversité des défis. On a beaucoup de problèmes qui sont représentés. Le jeu vidéo, c'est une boîte quand on l'ouvre, on a des tonnes de cas de figure très, très, très différents. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, le jeu vidéo a été beaucoup utilisé pour modéliser des problématiques facilitées et s'intéresser à la capacité d'adresser ces problématiques. On a des simulations de scénarios réels. Et là, pour le coup, on a aussi une intersection, alors qui est assez faible parce que ce n'est pas la même problématique, mais avec tout ce qui est simulateur réel. Et potentiellement, le fait de savoir conduire dans GTA V, effectivement, ne va pas me permettre de conduire dans la vraie vie, ou alors j'aurai des vrais problèmes, mais a une intersection non nulle qui permet de réfléchir et potentiellement à faire de l'agrégation de données, ce qui m'amène au dernier point. En général, le jeu vidéo, alors certains gamers hurlent à raison sur le fait qu'aujourd'hui, vous jouez à un jeu vidéo et vous êtes espionné dans votre jeu. Mais là, on va prendre plutôt l'aspect data scientist qui est toujours content d'avoir de la donnée. Et là, de la donnée de jeu, de la donnée de... J'en ai une tonne. Et notamment, le grand champ d'application dans le jeu vidéo, c'est quoi? C'est le renforcement. C'est un domaine dont on parle beaucoup, qu'on aime beaucoup. Mais le renforcement qui a trouvé avec le jeu vidéo un champ d'application direct. Et donc, les grands papiers, mais là, c'est vraiment les papiers où on essaye en fait d'avoir un agent qui joue à un jeu vidéo, ce qui, encore une fois, est une fenêtre un peu limitée. Bon, il y en a certains que vous devez connaître, on peut en parler vite fait, mais il y a eu des tonnes de travaux. Il y a eu évidemment le jeu de Go, AlphaGo 0, ça a été des révolutions intellectuelles, des révolutions scientifiques. Pour rappel, le jeu de Go est infiniment plus complexe que le jeu d'échecs. Et avant 2014, la première publication de Silver, il y avait une vraie question qui était, mais est-ce qu'on peut, avec un agent logiciel, gagner au jeu de Go? Bon, là, non seulement on a réussi, mais suite à AlphaGo 0, on a des modèles qui ont été entraînés sans aucune connaissance d'expert, donc vraiment from scratch. Et à l'issue de l'entraînement et de l'utilisation de ces modèles, on a de nouvelles stratégies au jeu de Go qui apparaissent. Ça, c'est sidérant. Qu'à la limite, on ait un agent qui arrive à jouer au jeu de Go, bon, déjà, c'est impressionnant. Mais qu'un jeu millénaire, le jeu de Go, on y joue depuis 2000, 3000, 4000 ans, à la louche. Et un jeu, donc, du coup, sur lequel des tonnes de gens ont réfléchi. Et je fais partie des gens qui sont convaincus qu'on n'était pas beaucoup plus bêtes il y a 2000, 3000 ans. Donc, sur un jeu aussi fondamental que de nouvelles stratégies arrivent par le deep learning, Dieu sait que nous, Data-Alchemy, on aime bien être critique sur l'IA parce qu'il faut être critique pour avoir des outils fonctionnels. Là, il s'est passé quelque chose. Il y a le poker. Alors ça, il a fallu faire des choix. Et ça, on ne va pas en parler beaucoup aujourd'hui, même si Libratus, tôt ou tard, je pense que je vais en parler, de ce qui s'est passé derrière. Parce que le poker, on est vraiment sur quelque chose où la communication directe, la communication indirecte entre les joueurs, l'impression qu'on donne, etc., sont des composantes fondamentales. Et c'est des composantes où, de base, on a envie de dire que le deep learning n'est pas du tout adapté. Donc, on est réussi sur des jeux de ce type, basés vraiment sur le feeling et sur le sentiment, à avoir un modèle deep learning qui soit capable de jouer. On parlera d'ailleurs de diplomatie. Ça, c'est fascinant. Évidemment, le jeu vidéo a été du coup un objectif global en IA, et on a eu 3 grands travaux quand même qu'il faut citer. Le jeu StarCraft 2, qui est un jeu extrêmement complexe. Dedans, j'ai de la stratégie, de la réactivité, de la gestion de ressources, etc. DeepMind a réussi à l'adresser. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que le travail de DeepMind est vraiment très complexe. Il y a des tonnes de sous-modèles différents entre récupérer l'image, récupérer les informations, créer une vision, hiérarchiser des informations dans le jeu. Ceci est une ressource, voilà. Mais ça a été un accomplissement. Il y a OpenAI, à une époque où ils étaient encore respectables, excusez-moi, mais ils faisaient des publications reproductibles, où eux, ils ont beaucoup travaillé sur les approches multi-agents, qui est un autre type de problématique où chaque agent doit apprendre à collaborer correctement, doit apprendre à réagir à ce qui se passe par rapport aux autres agents, où là, on est sur des problématiques qui ont une autre forme de complexité, et ça s'est bien passé. Ou plus récemment, Sony,
qu'il a effectivement sur un jeu de course Gran Turismo, où là, les enjeux sont très différents. On a beaucoup moins d'enjeux stratégiques. Par contre, on a un véritable enjeu de réactivité. Enfin, on ne peut pas vous permettre de vous planter pendant une demi-seconde sur ce que vous faites si vous voulez arriver à des bons scores. Et là, ils ont réussi. Et il y a un autre thème dont je vais parler très vite parce qu'on a un slide qui est dédié, c'est diplomatie notamment, où là, on est sur des jeux collaboratifs assez complexes. Donc là, on reste pour l'instant sur une vision un peu d'ensemble. Et effectivement, l'IA, au-delà de l'idée de jouer à un jeu vidéo, eh bien, dans le monde du jeu vidéo, l'idée d'utiliser le deep learning comme outil de création ou d'assistance à la création, sans surprise, il s'est développé énormément. Et là, on pourrait faire le lien avec ce qu'on a vu depuis 2 ans en IA générative, même si on va le voir, les travaux de création, d'assistance à la création en jeu vidéo remontent à 2017 pour la génération, on va dire, du comportement visuel d'un mesh, de la forme 3D d'un élément, et 2020 pour ce qui est vraiment le modèle génératif du jeu vidéo. Mais donc, effectivement, la création, enfin, tout ce qui est création procédurale, qui est un sujet très vieux en jeu vidéo, hein, là, peut être augmenté, pas forcément avec succès, hein, on en reparlera. On va se concentrer pas mal là-dessus, l'idée de pouvoir accompagner la création d'un niveau, d'un environnement de jeu, d'un personnage non joueur, de script, etc. La modélisation de joueurs reste un axe très intéressant. Et effectivement, modéliser des avatars, alors qu'ils seront forcément extrêmement limités, mais tout du moins comme outil d'exploration, on retrouve l'idée qu'un LLM, fondamentalement, c'est un excellent outil d'exploration, et tant qu'on ne lui demande pas de dire la vérité, on peut s'en servir. Ce type de modélisation, c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, c'est lié à la notion de test. Un jeu vidéo, c'est un système très vite extrêmement complexe. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà fait de travail dans ce domaine, mais l'enjeu est justement l'enjeu du gameplay, qui est vraiment les mécanismes ludiques. C'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que même des règles simples vont être combinées, vont être torturées par les joueurs. Et ce qu'on veut éviter, c'est un moyen, tout du moins minimiser les moyens de contourner le gameplay. Et là où on a mis du coup un système avec des contraintes, avec des difficultés pour que quelque part il y ait un enjeu, qu'il y ait un amusement, que ces contraintes soient détruites. Donc là, on a des choses intéressantes. Et évidemment, ça, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais parlons-en. Tout ce qui est, et même 3D, hein, réalité virtuelle, réalité augmentée, et d'ailleurs, ça risque peut-être le sujet du prochain webinaire, tout ce qu'on a eu en évolution de la 3D en deep learning depuis 2020, les ISTAT NGP, les NERF, les Neural Radiance Field, etc., et bien là, c'est en train d'arriver très vite, parce que c'est des outils d'acquisition, on parle de réalité augmentée, et de reproduction 3D qui sont assez optimaux. Alors, je reste dans le global, mais il y a eu quelques exemples qui ont fait un peu, qui ont eu un retentissement médiatique. Il y a eu un mode sur GTA V de ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, qui est de dire on va faire des personnages non joueurs, sauf qu'au lieu d'avoir une liste de textes complètement bloquée, ce qu'on va avoir, c'est un LLM qui peut répondre. Alors, je vous spoil tout de suite le résultat. Vous avez quelque chose de très original, mais quelque chose qui peut complètement partir en vrille et faire coller, et du coup, l'agent LLM avec, on va dire, un synopsis scénaristique, c'est la vraie difficulté. On retrouve le classique du LLM. Si vous êtes venu à nos conférences précédentes, vous le savez déjà. Le LLM, pour explorer, c'est super. À contrôler, c'est fair play. Bon, un mode était sorti qui a très très vite été shooté par Rockstar parce qu'il y a un comportement d'éditeur logiciel qui maximise les sous, que je ne vais pas critiquer aujourd'hui, mais j'adorerais le faire, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ce type de mode, ça se développe. Il y a eu aussi un jeu qui est sorti de Square Enix il y a quelques mois, qui était gratuit, basé sur des LLM, qui a été très décevant. Et effectivement, l'effet waouh du LLM, quand on essaie de le convertir en quelque chose de ludique et d'un peu stable, ça devient compliqué. Il y a NVIDIA. Alors, NVIDIA, ça ne surprendra personne. NVIDIA, depuis 2 ans, essaye de plus en plus d'être acteur d'outils permettant d'automatiser, de simplifier le deep learning. Ce n'est pas surprenant. NVIDIA, ils ont un petit avantage concurrentiel que le matin, les salariés de NVIDIA arrivent au bureau et prennent un bain de GPU. Donc, du coup, c'est assez facile, avec des travaux très intéressants, même si, comme pour les NERF et d'autres travaux de NVIDIA, en général, les licences ne sont pas open source et les outils, je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé avec Isaac Sim, qui est l'outil de simulation robotique aujourd'hui, notamment pour faire du deep learning de NVIDIA. Nous, on a beaucoup travaillé avec. Oui, ça marche. Oui, c'est beau. Oui, c'est une pure. Mais NVIDIA, en tout cas, propose ACE, qui permet notamment de créer des personnages non joueurs, à la fois sur la notion 3D, animation 3D, c'est là où ils sont très bons, mais aussi avec la passe LLM. Et Ubisoft aussi ne fait pas que des cartes remplies d'icônes. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Ils ont notamment fait un outil IA pour accompagner les scénaristes. Et je pense que cette notion d'accompagnement est vitale pour faire un outil intéressant. Ghostwriter pour
aider à rédiger les interactions de dialogue. Évidemment, s'il n'y a pas des gens derrière pour contrôler cette écriture et avoir une cohérence, ce sera apocalyptique, mais pour une accélération, c'est crédible. Et NeoNPC, l'idée de générer ces personnages non joueurs, du coup, là, ils sont repartis du coup de travaux de NVIDIA pour essayer d'augmenter les choses. Là, on était sur une vision globale. Je précise d'ailleurs, si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas à laisser un message sur le chat et j'essaierai d'y répondre. Et donc, à ce stade, on peut commencer un peu à se poser la question de quelles publications sont vraiment intéressantes. Et la première, qui date de 2020, qui est assez choquante, hein, GameGAN, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les Generative Adversarial Networks, les GAN. Alors, si vous, le deep learning est un domaine qui bouge très vite. Donc, si vous êtes arrivé il y a 1 an, il y a 2 ans en deep learning, ça ne va pas beaucoup vous parler. Mais les GAN, c'était une famille de modèles génératifs qui est apparue en 2014 par Goodfellow. Et pendant longtemps, jusqu'à 2019-2020, c'était la principale famille d'IA générative pour faire des images intéressantes. Sauf que là, l'enjeu, c'est pas forcément de faire des images, c'est de générer quelque part des nouveaux niveaux, des nouveaux plans de niveau sur un jeu vidéo. Ici, on est sur Pac-Man, donc la difficulté est minimisée. Il y a quand même une grosse difficulté dynamique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails du système parce qu'on est en 2020, les choses ont beaucoup changé depuis, et je me permettrai sans doute, si le temps me permet, de faire un aparté sur les world models. Mais déjà à l'époque, il y avait un vrai enjeu de ne pas dire je vais faire un gros modèle qui fait tout. C'est quand même très dangereux. Je vais quand même essayer de spécifier les choses et donc de séparer un petit peu les différents composants qui m'intéressent. Donc là, on a une modélisation des dynamiques, on a un système. Ce système, on observe de l'image, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même de modéliser la dynamique interne, un déplacement, un score, etc. Donc là, on avait un LSTM qui était un modèle récurrent. Ces modèles récurrents ont disparu en 2019 avec l'arrivée du transformer. Ils ne sont pas à l'abri de revenir et c'est des modèles qui ont une mémoire. Je vais juste le simplifier comme ça. Donc, ils sont excellents pour recevoir un nouvel input, mais garder quelque part en mémoire une information qui modélise du coup les dernières actions, ce qui s'est passé. Et là, l'enjeu, c'est vraiment l'état du système. On a néanmoins une mémoire supplémentaire. Pourquoi? Parce que les LSTM et ces modèles-là ont une mémoire à court terme correcte, mais dès qu'on commence à parler de mémoire à long terme, on parle de 100, 200, 300 itérations, tout c'est faux. Donc là, il y avait vraiment un besoin aussi de modéliser une vraie notion de cohérence à long terme pour que, voilà, je suis en train de jouer, mon niveau ne va pas complètement changer, ne va pas devenir n'importe quoi. Et un moteur de rendu, avec un point important, c'est que ce moteur de rendu séparait deux choses, les éléments statiques, les murs. Alors là, on est à Pac-Man et les murs ne bougent pas. Donc effectivement, une fois que je les ai générés, je n'ai pas besoin de me poser la question d'évolution pour du temps, contrairement aux éléments dynamiques, typiquement là, nos petits fantômes, pour qui nous voulons du mal. Hein. Quand on est Pac-Man, les fantômes sont des ennemis que nous voulons bouffer ou éviter, selon la circonstance. Mais là, l'idée de séparer ça, c'était l'idée de décharger la complexité dans l'entraînement du réseau de neurones pour effectivement, pendant que le joueur est en train de jouer, pouvoir déplacer uniquement ce qui est intéressant à déplacer. Et ça, c'est intéressant parce que c'était le premier travail de génération un petit peu de jeux vidéo. Faisons du deep learning pour générer des jeux vidéo. Là, on générait surtout les niveaux. Et quitte à parler de génération de niveaux en deep learning, il y a un travail que j'adore, et vraiment il est formidable, c'est Mario GPT. Mario GPT, donc on entend le GPT, on sait qu'on a un large language model qui est dans le tas. Alors, ce n'était pas un GPT-4, là on était sur minimisation de GPT-2, donc un modèle de langage qui n'est pas très très bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gars-là? Eh bien, ils ont modélisé un niveau Mario comme du texte. Voilà. Je prends, j'ai Mario, j'ai mon niveau, et du coup, chaque colonne, voilà, de blocs, une colonne peut contenir du ciel, un tuyau, un bloc, etc., les différents éléments, eh bien, c'est une ligne de texte. Donc, je modélise mon problème comme de la manipulation de langage, et je me rappelle qu'on a les LLM, ne sont pas des outils magiques qui vont remplacer les humains, ça on le sait, maintenant on sait très bien, mais par contre sont excellents. Pourquoi? Pour modéliser une distribution statistique du langage. Et là, le fait de modéliser des niveaux comme du langage, on peut directement appliquer les techniques de LLM. C'est d'ailleurs ce que, excusez-moi, aparté, DeepMind avait fait pour AlphaGéométrie, où ils avaient modélisé par le langage les problèmes géométriques. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sujets. Si je peux modéliser mon problème comme du langage, potentiellement, j'ai une boîte à outils, ouvrez les guillemets, magique, fermez les guillemets, et les guillemets sont indispensables, mais une boîte à outils quand même très efficace pour faire de la génération, de l'exploration. Et donc là, ils ont eu un modèle qui n'était pas si gros que ça, 96 millions de paramètres, c'est pas énorme. Ils ont échantillonné 200 000 échantillons de niveaux, grosso modo. Alors, les niveaux sont représentés écran par écran
tout du moins à la suite, et après, ils ont une deuxième passe pour régulariser les choses pour que le niveau soit jouable. On remarque que là, on n'est pas sur quelque chose d'horrible avec des GPU qui vont nous coûter une fortune dans le cloud. Hein. Un GPU de 1080, on peut bosser. Et ils ont aussi rajouté une notion de recherche de nouveautés. Pourquoi? Parce que là, l'enjeu, c'était vraiment créer de nouvelles choses, éviter d'overfitter. Mais là, je me fais un petit plaisir d'augmenter la taille de cet élément. Hop, et d'utiliser la magie. Donc, ben voilà, qu'est-ce qu'on a en sortie? On a un outil où je lui donne une description qui est textuelle, hein, pas de pipe, des ennemis, mini-blocs, etc. Et en sortie, ben, je peux avoir une tonne de niveaux. Alors, évidemment, on ne va pas générer tous les niveaux passionnants du monde. Il y a une limite d'expression qui est importante. Limite d'expression, elle est présente dans le modèle. Elle est aussi là très présente dans le texte qui représente le niveau. Et là, si vous étiez là quand on avait fait le webinaire sur la musique, ben, c'est toujours pareil. Quand on veut représenter un niveau par du texte naturel, là, c'est l'input, en fait. Ça, c'est l'input. Et le niveau, lui, est modélisé comme un langage spécifique qui représente des niveaux. Et bien là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plein de niveaux à la base dans leur dataset. Ils ont compté le nombre de pipes, d'ennemis, de blocs et d'élévations, etc., pour après générer une représentation textuelle. Évidemment, cette représentation est très faible et il y aurait une immense voie pour mieux représenter textuellement un niveau et donc avoir un outil plus manipulable. Ceci dit, ça marche très bien. Alors, Mario Bros, ce n'est pas non plus les niveaux les plus complexes. On peut aller au-delà. Et d'ailleurs, je pense que j'ai bientôt parlé de World Model. Mais ça, ben, c'est intelligent, c'est efficace. Ça coche beaucoup de cases. Et c'est un travail qui, à l'époque, faisait partie des travaux où même le LLM se justifie. Parce que derrière, on peut très bien avoir un agent qui essaie d'accomplir le niveau, qui modifie le niveau. J'ai vu passer ça, c'était un travail ultérieur, où il générait un premier niveau. Après, ils avaient un agent qui essayait de parcourir le niveau de différentes manières. Et selon ces résultats-là, ils itéraient sur le niveau. Et donc, ben, quelque part, le travail, je trouve, enfin, un des deux travaux les plus intéressants que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est DeepMind, hein, on ne les présente plus, hein, c'est un peu les superstars de Deep Learning. Et en 2024, ils ont proposé un framework, un modèle génératif qui, là, allait beaucoup plus loin. Ce modèle génératif, je lui donne alors des prompts quand on va s'intéresser à des images. J'ai une image, ça peut être un coloriage, ça peut être, d'ailleurs, je vais me permettre vite fait d'aller charger la publique parce que, en fait, il y a des tonnes d'illustrations dedans qui sont assez intéressantes pour mieux se rendre compte de ce qui se passe dedans. On puisse bien zoomer. Je lui mets en entrée une photo, un truc dessiné, etc. Et en sortie, je vais avoir un modèle que je vais pouvoir contrôler avec une manette, comme justement un jeu de plateforme. Donc là, il s'est passé quelque chose. Bon, vous remarquerez que sur la photo, mon chien devient le sprite. Donc il a été identifié comme élément du foreground. C'est déjà pas inintéressant. Et après, je peux le contrôler. Donc il y a une énorme liberté. Mais il y a aussi quelque part qu'on a un modèle qui va recevoir ses actions et faire évoluer les choses. Et ça, c'est intéressant, notamment pour un point, et j'ai vraiment envie de faire un petit focus rapide sur ce point parce que moi, j'ai trouvé ça génial, qui est que quand on entrait, on a, mettons, une image ou alors une succession d'images, et notamment, ils ont été chercher des tonnes de vidéos sur YouTube de gens qui jouaient à des jeux de plateforme. Je n'ai pas les actions. Je récupère la vidéo sur YouTube, je vois le bonhomme sauter, etc., mais je ne sais pas sur quoi appuyer le joueur. Donc, il me manque une information fondamentale pour pouvoir représenter la dynamique. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un truc assez génial. Ils ont entraîné un VQVAE, donc un auto-encodeur. Et cet auto-encodeur, le but, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver l'action. Donc, en fait, j'ai un auto-encodeur, je vais prendre les T plus 1 premières images. Donc, j'ai un ensemble d'images avec les T premières images, c'est mon historique, et l'image T plus 1, c'est la nouvelle image, la dernière image que j'ai reçue. L'encodeur va générer quelque chose d'extrêmement simplifié. On est sur une action et je crois qu'il y a 5 ou 6 possibilités pour l'action. Donc là, on a un énorme goulot d'étranglement. Donc on ne va pas avoir un vecteur en sortie qui représente l'historique. On va avoir une action et le décodeur, lui, il va recevoir les T premières images, donc l'historique des frames, pas la dernière. Et le but du décodeur, c'est de prendre l'historique des images, l'action générée par l'encodeur et de trouver la nouvelle image. Donc en fait, on va modéliser ce problème comme un problème d'auto-encoding. Et le but, c'est trouver l'information manquante avec laquelle, à partir de l'historique, les T premières images, on peut retrouver la nouvelle image. Et ça, ben, parce que justement, ils ont un goulot d'étranglement où il y a des possibilités dans l'action au milieu. Ça, c'est génial. Donc, je force un goulot d'étranglement et mon décodeur doit du coup retrouver la nouvelle image. Donc, cette action, elle doit contenir ce qui permet de générer la nouvelle image à partir de l'historique. On est bien sur la définition de l'action qui va modifier l'environnement. Eh bien, ils entraînent ça,
notamment aussi avec un encoding de la vidéo pour pouvoir travailler dessus. Et ça leur permet ensuite de dire, ben, OK, j'ai des actions, et c'est cette action que je vais prendre dans le pad, enfin, comme action d'utilisateur, et ils observent que le modèle va, au cours de son apprentissage, apprendre à dire, bon, ben, quand, de toute façon, on n'est que sur du jeu de plateforme. Donc, quand le personnage va à gauche, OK, c'est toujours cette action-là, quand il va à droite, etc., etc. Donc là, on observe plusieurs choses qui sont intéressantes à haut niveau. Déjà, le VQ-VAE reste un modèle en or pour apprendre une information latente. Et ça, quel que soit le sujet où on travaille, apprendre des informations latentes, c'est un problème qu'on a régulièrement. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et en plus, ça permet de régénérer une information manquante. Donc ça, c'est super. Bon, alors, autre point de détail, il y a un transformer un peu spécifique, parce que le transformer, si je veux faire de la vidéo dessus, à la fois dans l'espace et dans le temps, eh ben, il me faut un GPU qui a des téraRAM, des téraoctets de VRAM, et ça n'existe pas. Donc, il y a une attention qui est un peu intelligente, où on va faire en fait une attention à travers l'espace sur chaque frame, et pour chaque pixel, on va faire une attention à travers le temps. Bon, ça, c'est intéressant si, comme nous, régulièrement, vous prenez la tête sur des questions d'attention. Mais ça, c'est passionnant. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de faire les world models. Je le garde comme bonus à la fin. Je vais continuer à dérouler les slides parce que là, on parle vraiment d'apprendre quelque part à générer un jeu vidéo. C'est quand même très ambitieux. Et notre but, c'est de faire une revue un peu de haut niveau. Et donc, il y a un autre travail dont il faut que je parle. Spoiler, je ne l'aime pas beaucoup. Mais c'est peut-être pas le problème. C'est peut-être mes biais. C'est Stanford, donc je suis obligé de le prendre au sérieux. Et ça va vous parler parce que on parle depuis un an beaucoup, dans la frénésie des LLM, des agents. Modéliser des agents, différents agents. Chaque agent est modélisé par un LLM avec un prompt spécifique. On a une histoire, une mémoire qu'on va remettre dans le prompt. Et du coup, je peux considérer que ce petit modèle LLM avec ce système de mémoire, etc., c'est un agent et je fais interagir des agents entre eux. Alors, d'ordinaire, ces approches multi-agents LLM, je vous avoue qu'on ne les aime pas beaucoup. On ne les aime pas beaucoup chez DataAcademy. Pourquoi? Parce que c'est très classe, c'est la science-fiction, mais dès lors qu'on veut transformer ça en outil contrôlé, c'est une purge. Et en fait, on ne fait que multiplier le problème, parce que chaque LLM, pour le cadrer un minimum, le structurer et l'empêcher de faire n'importe quoi, là, on multiplie les LLM, donc on va dans le sens inverse de celui qui permet de travailler plus sereinement. Sauf que là, et à mon avis, c'est ce qui sauve beaucoup en fait ce travail, les mecs de Stanford se sont amusés juste à s'amuser. C'est-à-dire qu'ils ont un environnement avec du coup des lieux, ils ont des agents qui ont une histoire, et ils s'amusent à voir comment les agents échangent entre eux, est-ce qu'ils se font une petite vie, etc., avec de l'injection d'informations. Et ils arrivent à des choses assez fascinantes. Ils arrivent typiquement à un moment à un agent qui décide de faire une fête, qui en parle à d'autres personnages. Ces personnages diffusent l'information, et à la fin, tous les NPC vont à la fête. Donc, il s'est quand même passé quelque chose d'assez fascinant en termes de propagation de l'information. Chaque personnage a aussi son agenda. Le matin, je me lève à telle heure, etc. Et des contraintes. Et donc, il y a une notion de mémoire. Et là, on peut dire que ça marche. Et c'est là où je vais être un peu critique. On peut dire que ça marche parce qu'effectivement, les auteurs observent, et les auteurs restent honnêtes, des choses passionnantes. Par contre, à aucun moment, on ne pose une question de robustesse, de stabilité dans le temps, etc., etc. Et ce qui m'ennuie avec ce travail, c'est que il est vachement intéressant, oui, mais il est très peu critique. Il n'y a pas de métrique, typiquement. Il n'y a pas une métrique qui permettrait de mesurer quoi que ce soit, etc., etc. Donc, c'est vraiment de la présentation. On est très vite dans ce qu'on appelle le cherry picking dans les publications, qui est le cherry picking, c'est quand un auteur a un cas de figure où ça marche super bien et le met extrêmement en avant en oubliant un peu facilement les cas où ça marche pas. Bon, là, c'est beaucoup du cherry picking. Donc, il ne faut pas lire ce public en disant demain, on peut faire ça, ça marche. Évidemment, il y a des tonnes de cas d'erreur qui, là, c'est une opinion personnelle, sont un peu méprisés par les auteurs. Par contre, pourquoi là ça marche? Parce qu'en fait, on a un cas de figure où on s'en fiche un peu des bugs. Si mon agent à un moment en fait bug, c'est-à-dire qu'il ne prend pas l'information ou il n'est pas conforme à son caractère, on va vu qu'on a un cadre un peu ludique, ça passe. Après, ça passe, la question intéressante, c'est jusqu'à quel point. Parce que aujourd'hui, c'est une chose de faire une public, de dire regardez, c'est marrant, mais si vous jouez à des jeux vidéo et que vous faites ça un peu régulièrement, on est vite critique quand même. Et l'effet waouh, il ne dure pas longtemps. La question, c'est est-ce que dans la durée, est-ce que si je dis quelque chose à un agent, une semaine plus tard, il s'en souvient correctement? Et là, je pense qu'on rentre dans une zone de flou, de marécage, qui ne permet pas beaucoup de s'avancer. Mais bon, ça reste intéressant et ça valait le coup d'en parler. Alors je dois en parler. Je ne peux en parler que très rapidement parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. Je vais rester sur l'intro.
mais je ne m'interdis pas d'en parler plus globalement dans un article à l'automne ou dans un autre webinaire, parce que là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que tout ce que je vous ai, enfin, jusqu'ici, je vous ai parlé d'agents qui jouent aux jeux vidéo, mais c'est du jeu où voilà, il faut battre la machine, ou alors battre un humain spécifique, le jeu de Go, StarCraft, etc., etc. Diplomatie, et je vous encourage à aller voir, c'est vraiment une sorte de jeu de gestion, jeu de société, où il y a des ressources sur la carte, et le but, c'est capturer des ressources et profiter du résultat. Donc, il y a un cycle avec chaque année prend 5 tours, 4 tours, on peut attaquer ou alors se déplacer, un tour, du coup, on récolte. Et ce qui fait le jeu diplomatie, c'est la collaboration. Et c'est une collaboration qui est très particulière, c'est-à-dire que c'est une collaboration, je peux m'allier avec des gens parce que c'est pertinent pendant 2 tours, et puis après, je peux les trahir, mais bon, ils vont s'en rappeler, etc. Donc, quelque part, au cours du jeu, au cours d'une partie, ben, les autres joueurs me font plus ou moins confiance et essayent de réfléchir à mon comportement. On se rapproche un peu du poker. Je peux bluffer, et c'est ce qui fait le jeu. Je peux gagner à diplomatie uniquement si je suis capable régulièrement de faire des alliances intéressantes, parfois de bluffer, parfois de trahir au bon moment, mais aussi de prédire les collaborations, les trahisons des autres. Donc là, on est vraiment dans de la modélisation de relations avec assez peu d'informations. Et ça, le renforcement basique, qui consiste à maximiser une fonction récompense, est incapable de faire ça. Eh bien, ce jeu diplomatie, il faut savoir, c'est un benchmark depuis 2020. Et beaucoup de gens travaillent dessus parce que c'est un benchmark qui est très, très dur. Hein. Là, on est vraiment dans un problème où les actions possibles sont gigantesques et c'est très subjectif. Et il y a eu un travail qui a fait un coup de tonnerre dans le monde du renforcement de Meta AI, on est en 2022, où là, ils ont réussi à gagner le jeu de No Press Diplomacy. Donc, No Press, il n'y a pas de langage naturel. Il y a des informations directes, je demande à m'allier à quelqu'un, etc. Il y a des informations indirectes, je concentre mes troupes à la frontière de quelqu'un, je ne lui veux pas du bien. Voilà, il y a plein d'évidences comme ça, mais il n'y a pas de langage naturel. Et là, pour la première fois, on a eu des agents qui étaient excellents. Et d'ailleurs, au cours de 200 parties, voilà, avec un certain nombre de joueurs, dont quelques bots d'ancienne version et les 2 diplodocus, où là, il y a eu une tonne de travaux, du renforcement, où ils ont adapté la motrice en AlphaGo, mais aussi une vraie gestion probabiliste du problème, parce que là, il faut gérer du coup de la proba à fond. Eh bien, ils ont réussi à être premier et troisième. Et ça, c'est hallucinant. Donc, ça, c'est un type de problème. Pourquoi ça me passionne? Parce que c'est un type de problème qui est très rare. On n'est pas à l'abri que dans 5 ans, 10 ans, on ait des vrais modèles de conseil stratégique de grands groupes ou alors de négociation qui soient pertinents. Alors, Dieu sait que je me méfie beaucoup de tout ce qui est extension, enfin projection sur l'IA. Demain fera un outil incroyable. Mais bon, si j'ai des modèles qui savent jouer au poker et à la diplomatie, eh ben, ça devient pas déconnant. La question mérite d'être posée. Alors, ça va être un peu casse-gueule, mais demain, des outils d'aide à la négociation, ça devient crédible. Sort du jeu vidéo, mais c'est quand même assez intéressant. Alors, Voyager, je vais en parler assez vite, déjà parce qu'il me reste peu de temps et parce qu'on a déjà parlé. Si ça vous intéresse, Voyager, on en a parlé dans une revue de la recherche. Mais là, c'est l'enjeu de quoi? C'est l'enjeu quelque part d'apprendre à découvrir un système complexe. Alors, on est sur Minecraft et on a un système qui va apprendre à interagir avec Minecraft, notamment, alors là, il peut interagir en développant du code. Voilà, on est sur du TypeScript, si je ne suis pas fou, ou du JavaScript. Bon, c'est pas grave, c'est pas débat aujourd'hui, excusez-moi. Et donc, on a un modèle qui va utiliser des LLM pour, peu à peu, via un système d'itération, ça, on en a énormément parlé il y a 2 mois, quand on a parlé de lutter contre les hallucinations, avoir un système d'itération avec un mécanisme de validation en face. Aujourd'hui, c'est ça qui marche, pour être très clair. Et si vous n'êtes pas d'accord, parlons-en. Ce sera un débat très intéressant, je réclame aussi mon droit à l'erreur. Mais en tout cas, là, on a un modèle qui apprend itérativement, peu à peu, à avoir de plus en plus de skills et donc et à les combiner. Donc là, on est vraiment sur l'exploration d'un jeu, et là, on peut aussi se projeter dans le testing du jeu. Et ça, c'est vachement intéressant, Minecraft n'étant pas un jeu trivial. Ceci dit, je suis obligé de le rappeler par souci d'honnêteté, attention, Voyager, on a encore une immense question ouverte, qui est ce que le modèle est très bon parce que le système est bien fait et qu'il arrive à découvrir des choses, ou est-ce que le système est très bon parce que là, on est sur du GPT, et que GPT, le dataset, on ne sait pas ce que c'est, mais on imagine que c'est le plus grand possible, et que potentiellement, dans son dataset, il a eu des tonnes de cas de figure sur Minecraft. Auquel cas, l'accomplissement devient un peu plus relatif. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette approche-là, je voulais en parler pour être global, mais nous voulions en parler d'ailleurs, soyons honnêtes, je n'ai pas fait ces slides à 90%. Merci Amandine. Mais voilà, il fallait en parler pour être un peu global. Alors ça, pareil, j'avoue que j'en parle rapidement, il y aurait des tonnes de choses à dire, soyez honnêtes.
L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de faire du contrôle de personnages et notamment de l'adaptation temps réel. J'ai un mesh, un personnage qui se déplace. Ce mesh va avoir des ordres, je dois aller là, je dois faire ça. Il doit avoir des contraintes avec un terrain qui va être en 3D, etc., et des obstacles. Et on veut, là, on est vraiment dans le visuel, quelque chose de crédible, quelque chose d'agréable visuellement. Première contrainte. Deuxième contrainte, on veut quelque chose qui ne soit pas trop lourd. Et là, attention, le deep learning, c'est un sujet. On en parlera un petit peu en conclusion. Mais déjà, le monde du jeu vidéo, c'est un monde où la performance, on va la chercher quoi qu'il arrive. On pourrait faire un petit paragraphe sur les développeurs qui ne prennent pas beaucoup de temps à optimiser leur jeu. Il serait légitime, mais bon, ça, on ne va pas le changer. Donc, un des immenses problèmes de dire demain, on a du deep learning dans un jeu, c'est que si on n'a pas une optimisation très, très nette, eh bien, on va faire concurrence à d'autres mécanismes du jeu en termes d'accès à des ressources matérielles et de performance. Et ça va être extrêmement lourd. Bon. Ceci dit, alors là, c'est une vieille publication. On a fait le choix de prendre une publication qui était un peu la première. Toujours dur de choisir. On ne voulait pas prendre un truc trop récent. Mais là, c'est une première publication où effectivement, on contrôle du coup un mesh. Et ce qui est très intéressant, c'est cette notion de phase. En fait, qu'est-ce qui se passe là? Le modèle, on va lui demander de continuer un mouvement, donc de contrôler quelque part le squelette du mesh, mais on va lui rajouter une phase, c'est-à-dire une information qui est cyclique. Et ça va lui rajouter un prior, ça va lui rajouter une connaissance initiale, ou tout du moins un référentiel. Pourquoi? Parce qu'on est dans des démarches et on veut un mouvement cyclique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de courant en deep learning. Tout ce qu'on peut sortir du réseau de neurones, parce que c'est un prior, parce que c'est une contrainte, et qui donc va faciliter l'apprentissage du réseau de neurones, on le fait sans pitié. L'avantage du modèle, c'est que dès lors qu'on lui met une phase en entrée, il n'a plus besoin de se rappeler où il en est dans le mouvement. Il a cette information directement. Il va pouvoir générer avec cette contrainte de phase. Bon, ça, c'est très intéressant. Et ça, aujourd'hui, ça a explosé. D'ailleurs, lors du prochain webinaire, je pense qu'on pourra parler un petit peu de la. Le but du prochain webinaire, c'est de parler de la 3D avec le deep learning. Et je pense qu'on pourra parler un petit peu du contrôle de mesh, notamment de l'animation de mesh. Mais ça, évidemment, c'est un sujet pour accélérer le travail des designers et notamment avoir un dynamisme. Et ça permet, en termes de game design, de beaucoup mieux décorréler l'environnement. J'ai du relief, j'ai des obstacles, etc. Et le fait que tous mes éléments animés, le mesh du joueur ou le mesh des NPC, doivent pouvoir interagir avec cet environnement. Donc ça, c'est vachement intéressant en termes de créativité. Pour finir, deux choses, on change encore un petit peu de sujet. Alors, déjà, ça, pareil, spoiler, j'aime pas beaucoup, je peux me tromper, il faut en parler, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. C'est l'idée de récupérer un nouvel input. Bon. Alors, c'est toujours dangereux les nouveaux inputs. Dans le monde du jeu vidéo, le nombre de fois où les gens vont essayer de sortir un nouvel input pour s'en servir, c'est un peu compliqué. Néanmoins, ici, ça peut être intéressant. Pourquoi? L'idée, c'est de récupérer l'information d'émotion, de réaction du joueur. Et l'enjeu, alors on peut le voir à bas niveau, mon personnage n'est pas content, mon jeu est pourri, ou alors là, peut-être que From Software a fait un boss un peu trop dur, et c'est bien, je ne sais pas. Mais ça permet d'avoir déjà une information de sentiment et du coup, d'avoir une impression d'à quel point le jeu est apprécié des gens, et ça, c'est vachement intéressant, notamment dans un domaine, le jeu vidéo, où il y a beaucoup d'alpha testing, de bêta testing, et aujourd'hui, les métriques utilisées, c'est ce que le mec a quitté sa partie, etc., etc. C'est des métriques qui sont lâches. Donc, quelque part, si je peux savoir que là, il faisait la gueule, que là, il était content, c'est bien. Évidemment, deux énormes problèmes se posent dans la seconde où on parle de ça. Premier problème, est-ce que mon joueur a envie que je capture son visage par caméra? Dans 95% du cas, la réponse est non. En général, tout ce qui est espionnage du joueur, alors, j'ai un biais, je précise, je joue sur PC. Il y a peut-être, voilà. Mais sur PC, les joueurs sont espionnés, on pourrait parler de nouveau, et le vouer aux hégémonies, mais c'est quelque chose qui passe très mal déjà. Et demain, en plus, en termes de public relation, Microsoft dit, écoutez, c'est sympa, on va filmer les gens qui jouent pour faire des meilleurs jeux, ça ne va pas être bien vu. Et puis, il y a un deuxième problème, évidemment, qui est à quel point je peux interpréter une émotion correctement. Et là, attention, ne soyons pas ethnocentrés. Nous, on a fait un sujet il y a très longtemps sur les appels à des services d'urgence, donc la voix. Et on avait une piste qui était détection de sentiments. Eh bien, selon le background culturel de la personne, le sentiment était très différent. On avait des gens qui avaient un background de certains pays asiatiques où, et je ne veux pas faire de caricature, on observait ça, où vraiment le mec peut avoir le bras arraché et il va garder une voix relativement calme.
Et à l'inverse, on avait des gens, ben moi, moi je me retourne un ongle, vous m'entendez hurler à l'autre bout de la région parisienne. Voilà. Donc demain, on imagine ce genre de système où on détecte le visage du joueur. Je vous prends le pari qu'entre l'intuition et la réalité, on a plein de cas de figure où on a cru qu'il faisait la gueule, ce n'était pas le cas. Bon. Il y a des problèmes, néanmoins, il y a un enjeu quand même de gameplay qui est gigantesque. Adapter le gameplay dynamiquement, avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Alors, c'est dangereux parce que le game design, il y a quand même de la création, il y a des auteurs, des gens, etc. Mais on peut aussi avoir des mécanismes de jeu, on peut imaginer, qui peuvent être assez intéressants. Bon, je reste sceptique à date, mais rappelons que dans le jeu vidéo, on a des très gros acteurs, et ça, d'ailleurs, c'est un bon exemple où, à mon avis, les très gros acteurs vont faire des choses potentiellement peu respectables. Hein. Typiquement, on vous filme parce que, voilà, on a décidé. Mais typiquement, tout ce qui est acteur indépendant du jeu vidéo, on n'est pas à l'abri de trouver des choses vraiment originales. Bon. D'ici à ce qu'on ait du fun dans un jeu, j'attends de voir, je suis sceptique, mais pourquoi pas. Ce qui nous amène à une conclusion indispensable, et ça, on se force à toujours avoir l'ensemble des visions. On peut parler éthique, et sans surprise, IA plus éthique, ça pose des questions souvent très désagréables. D'autant plus dans le jeu vidéo, là, on est dans une industrie où on veut maximiser le pognon sans surprise, mais on a quand même beaucoup de live play ou avec des microtransactions, et on a déjà des gens qui se prennent la tête pour essayer d'extorquer le plus possible d'argent, notamment à des gens qui sont dans un cadre de fragilité psychologique. Donc déjà, la morale, c'est parti. On rajoute de l'IA là-dessus. Je pense que ça va devenir ignoble. Voilà. On va avoir de la donnée personnelle qui va effectivement aller un peu partout. Et ça, on le sait. Hein, cette donnée personnelle, on aura des professions de foi nous assurant qu'elle est très, très bien traitée. Derrière, dans combien de fois elle finira dans un disque dur à peine protégé, je n'ose le compter, mais ça va arriver. Un manque de transparence. On va avoir de la gestion de contenu offensant, où dans l'absolu, c'est le genre de sujet où tout le monde est d'accord à première vue. Ah oui, pas avoir de porno et d'images terroristes, c'est super, oui. Sauf que très vite, qu'est-ce qui est offensant? Pareil, vous posez la question au gouvernement chinois, et je ne vais pas exposer mes idées politiques aujourd'hui, mais je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Ce qui est offensant pour le gouvernement chinois sont des choses légitimes et nécessaires pour une démocratie. Donc voilà, ça va poser des questions assez désagréables, et peut-être pour faire une conclusion qui est très facile, mais qui là est nécessaire, en fait, l'IA, c'est des outils. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces outils? À ce stade, si vous avez des questions, des critiques, je vous en prie. Je vais bientôt commencer à prendre les questions. Il y en a une première qui est apparue. Juste quand même, le prochain webinaire sera en septembre. Et tel que c'est parti, on fera un gros focus sur la 3D en deep learning. Ça, on avait déjà fait une revue de la recherche il y a 9 mois dessus. Il se passe des choses fascinantes pour modéliser, acquérir, travailler l'image, la donnée en 3 dimensions via le deep learning, notamment les NERF, les Side Distance Field. On a eu ces 9 derniers mois des travaux qui commencent à passer dans l'application pratique. Donc, on a envie de faire vraiment un webinaire dédié à ça. Qu'est-ce que c'est un NERF? Qu'est-ce que c'est une Side Distance Field? Qu'est-ce qu'on a comme avantage? Qu'est-ce qu'on a comme problème? Évidemment, rien de magique. Et voilà. Et donc, sur ce, si vous avez des questions, je vous en prie. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas, vous ne vexerez pas. Là, pour nous, on les fait une fois par mois, on y prend plaisir, mais le but, c'est quand même que ce soit intéressant pour les gens. On a eu un peu moins de monde ce mois-ci, mais je pense que le mois de juillet a joué et que les vacances commencent à arriver. Et donc, question de Securcom Contact. Je suis fan de ce nom. Alors oui, l'intégration d'un casque EEG dans un casque de réalité virtuelle, ça pourrait être très intéressant, effectivement. Après, ça va poser des grosses questions de vie privée. Et je ne suis même pas sûr qu'au regard de l'AI Act qui arrive, on est en train de le dépiler pas mal, on a un texte réglementaire au niveau européen qui va être transcrit dans le droit national. Honnêtement, je m'attends au pire. Pas au pire. Non, je m'attends à de très bonnes choses pour protéger les citoyens, mais je pense que typiquement, demain, je dis, je mets un casque EEG et je le récupère, ça, je vous parie que c'est considéré comme de la donnée médicale. D'ailleurs, avec raison. Et donc là, en fait, vous passez plus de temps à faire votre hébergement de données de santé et à vraiment être sérieux dessus qu'à faire autre chose. Mais après, ça peut être intéressant. Du coup, j'ai une question rapide. Là, d'un point de vue applicatif direct, là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. D'un point de vue industrialisation. Pour l'industrie du jeu vidéo, l'assistance à rédaction et l'assistance à gestion des mèches, ça, je pense qu'ils sont déjà en train de travailler avec. Ok. Ubisoft a été vachement actif là-dessus, pour le pire et pour le meilleur. Peut-être qu'ils aient besoin d'un générateur d'icônes. J'arrête, hein, excusez-moi, mais voilà, ça fait du bien.
Mais je te prends les paris que déjà, tu vois, animer un mesh, faire d'avoir de la proposition ou générer la ligne d'un NPC voilà, contrôlé, ça je pense qu'ils le font déjà à minima. Au-delà, sur tout ce qui est modèle de type génie, etc., aujourd'hui c'est compliqué. Ah oui, bah, évidemment, ce sont des solutions propriétaires. Ouais, Nvidia, Ubisoft. Oui, bah, Amandine, alors Amandine Soubéran a fait système avec 90%, a fait toute la revue de la recherche dessus. Donc, elle sait ce qu'elle dit. Et Nvidia et Ubisoft ont leurs outils, mais c'est des outils internes. Ouais. D'un autre côté, tu as un tel enjeu commercial que je ne pense pas qu'on voit ces outils en open source rapidement. Mais ça, Par contre, c'est la partie création. Et du coup, ça va rejoindre l'écriture, la musique, ce genre de choses. Mais ouais. moi, ma question, c'était plus genre dans le gameplay ou côté joueur. Pour l'instant, qu'on sache, on n'a pas été confronté à des jeux soit évolutifs avec de l'IA, soit avec une interaction LLM ou Mais autre. ça, ouais, mais ça, c'est normal à mon avis. Enfin, moi, j'ai une thèse là-dessus, je peux dire des bêtises, hein. Mais en fait, l'énorme problème, je vois ça très bien. Réunion, en fait, projet dans un grand groupe de jeux vidéo, avec quelqu'un qui dit oui, on va mettre un LLM dans le jeu. Et là, tu as les mecs qui s'occupent de la performance du jeu, qui juste commencent à pleurer du sang. Oui, oui. Enfin, tu mets un LLM dans le Oui, jeu, oui, oui. déjà, ton GPU, tu le bloques. Alors, si tu es sur une visual novel avec des graphismes fixes, super, mais dès que tu as de la 3D ou whatever, aujourd'hui, il y a quand même, alors je sais pas à quel point d'ailleurs ça pourrait évoluer, mais aujourd'hui, beaucoup de gens, si c'est pas beau et c'est pas fluide, ils sont pas contents. Et à mon avis, ça, c'est un immense blocage. Alors après, je crois que je crois qu'ils postent maintenant sur des puces, Nvidia, hein, c'est pas pour rien que le DLSS, ben si, tu as le DLSS d'ailleurs. C'est vrai. Nvidia aujourd'hui accélère les jeux et ça marche super bien. Mais pourquoi c'est Nvidia? Il n'y a que Nvidia qui peut le faire parce qu'ils gèrent leur puce et ils ont déployé du coup le modèle au bon endroit avec toutes les connexions, etc. Mais ça, il n'y a que Nvidia qui peut le faire. C'est ça qui est ennuyant. Mais ouais, non, l'IA vraiment, moi je rêve d'une civilisation avec une vraie IA. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas que, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça va arriver, vraiment. Mais il y a un gros problème de performance à mon avis. Ouais, Eric, pardon, pour rebondir sur ce que vous disiez justement par rapport à l'intégration de l'IA dans les jeux vidéo, peut-être qu'avec l'évolution de la technologie, on pourrait avoir par exemple des modèles portatifs exécutés par la console ou par le PC directement, où là on pourra peut-être avoir des meilleures performances si on est sur une solution de ce type-là, par exemple. Complètement. Ben, complètement. Et d'ailleurs, sans doute pas. Il y a plein de gens qui bossent aujourd'hui, effectivement, sur des puces. Nous, on a travaillé avec ST Microelectronics sur faire de l'optimisation de réseaux de neurones. Et effectivement, un réseau de neurones bien contrôlé, ça s'optimise très facilement. Voilà, si j'ai un réseau de neurones, par exemple, de computer vision, tout ça, je peux l'optimiser et le bourriner. Le problème des LLM, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire des modèles de langage, hein, voilà, pour réfléchir à ces modèles-là, qui sont aujourd'hui un peu les modèles à la mode. Mais ces modèles, aujourd'hui encore, on a beaucoup, beaucoup de mal à les optimiser. Donc, très probablement, mais je pense qu'on a encore 6 mois, 1 an avant que ça commence à être dans les tuyaux. Quoique remarquer, on a eu des annonces. Non, si ça se trouve, c'est pas impossible. Hein. Il faut voir le cycle de vie de construction de ces trucs-là. Sur PC, que ça arrive relativement vite, j'y crois. Sur console, en fait, il y a un tel cycle de production, enfin, c'est sur 5-10 ans. Je pense qu'il rencontre un autre problème qui est qu'aujourd'hui, je peux effectivement faire une puce pour optimiser les LLM et investir une tonne dessus. Le vrai problème qui se cache derrière, c'est ça se trouve dans 1 an, et d'ailleurs, on voit le MAPA qui arrive, ben, ce sera un nouveau modèle qui, naturellement, sera beaucoup plus rapide. Et là, le problème qu'on rencontre, c'est quoi? C'est que le deep learning, c'est un sujet de recherche très actif. Donc, on est né dans le guidon et régulièrement, tous les 6 mois, sort une nouvelle archi qui change toute la donne. Et alors, je pense pour de vrai, je le sais parce que j'ai travaillé avec certains acteurs, mais je ne vais pas en parler. Il y a des acteurs qui, depuis longtemps, ont du coup sur la table des projets prêts à être lancés pour faire la puce optimisée de telle architecture, mais ils hésitent parce qu'ils se rendent compte que chaque fois qu'ils attendent 1 an, ben, il faudrait changer l'architecture cible. Et donc, il y a ce problème aujourd'hui qui crée du flou. Ceci dit, oui, je pense que ça va arriver. Eh bien, écoutez, il est 13h09. Je vous souhaite une excellente idée. Amandine a raison, n'hésitez pas à laisser un avis sur Meetup. On commence à appréhender les réseaux sociaux. Et donc, on se retrouve en septembre pour parler de la 3D. Excellente journée à vous.